Cette semaine, j'ai eu... en fait, il est sorti différentes patentes concernant la consommation de pornographie chez les jeunes qui ont une vie sexuelle épanouie, non, pas tant. Il y a plusieurs études qui sont sorties à ce sujet-là, puis j'ai dit à Raph, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui connaît ça, qui serait capable de nous en parler parce que, bon, ça commence à être de plus en plus préoccupant, hein, les jeunes qui ont accès à une certaine pornographie, tout de même assez jeunes. Donc, tu me dis, j'ai une personne pour toi, elle s'appelle Florence Bonneau, elle est sexologue et éducatrice à la sexualité chez les jeunes. Donc, on va aller le rejoindre. Bonjour, Mme Bonneau. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Très bien, merci. Donc, on dit que les dangers... En fait, je vais commencer par les dangers de consommation précoce de pornographie chez les jeunes qui commencent de plus en plus tôt à consommer la pornographie. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir à ce sujet-là? En fait, je veux savoir qu'est-ce qui est préoccupant par rapport à ça. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? En fait, la pornographie reste quand même un outil, entre guillemets, d'éducation à la sexualité pour certains jeunes. Par contre, ça crée beaucoup de désinformation sur plusieurs plans parce que ça véhicule beaucoup de stéréotypes, ça crée beaucoup de croyances erronées au sujet de comment se passe l'acte sexuel en soi. Donc, oui, ça a quand même des conséquences. Et puis, c'est l'accessibilité, en fait. Avant, bien sûr, que la pornographie existait. Maintenant, c'est vraiment présent partout, puis pour un très jeune âge aussi. Là. Donc, c'est là que ça devient problématique. En fait, dans ce que j'ai lu cette semaine, on dit que les jeunes hommes qui sont exposés tôt à la pornographie sont plus susceptibles de rechercher des relations amoureuses où ils pourraient exercer un certain pouvoir sur leur copine. Et puis à l'inverse, les gens qui ont une consommation de pornographie trop tardive, c'est le risque de développer des comportements un peu plus volages, un peu plus infidèles. OK. Ben, j'ai pas lu cette étude-là. Ça m'intéresserait évidemment de la lire. C'est difficile de créer des statistiques hyper fiables à ce sujet-là parce que souvent, quand il y a des études qui sont faites avec des questionnaires chez les jeunes, on sait jamais trop s'ils répondent la vérité ou non, à quel point ils sont vrais dans la façon dont ils répondent. Mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de dysfonction sexuelle parfois chez les jeunes hommes ou sinon des difficultés dans les relations amoureuses au niveau de la violence, au niveau de la manipulation, de la jalousie, du contrôle. Donc, c'est pas des données qui me semblent complètement rocambolesques non plus. Là, ça me semble assez pertinent. Puis surtout à l'époque où moi j'étais jeune, là, la consommation de pornographie, la première consommation de pornographie, ça se faisait souvent sur le VHS avec une cassette VHS du père d'un de nos chums, on regardait ça en gang, puis tu sais, il y avait pas, on pouvait pas s'émoustiller ben parce qu'on avait plus tendance à faire des jokes qu'autre chose. On était watchés quand même. Aujourd'hui, peut-être qu'il y avait le magazine dans la table de nuit aussi ou des choses comme ça. Là, mais... Oui, peut-être, sûrement, mais tu sais, ça se faisait pareil en groupe. Là, on faisait ça en gang de chums aujourd'hui. Ben, ça se fait dans le bureau sur Internet. Là. Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu plus caché, d'où le fait que des fois, les parents se sentent un petit peu dépassés par la réalité virtuelle à laquelle sont exposés leurs jeunes. Eux, ils sont peut-être pas... ça dépend des parents, évidemment, mais il y en a qui sont pas tout à fait au fait de comment fonctionnent les réseaux sociaux, de comment il y a une accessibilité gratuite au niveau de la pornographie aussi. Donc, c'est quand même une bonne chose de surveiller quand même les contenus qui sont regardés, surtout si le jeune a un compte personnel sur l'ordinateur, ben c'est de s'assurer que il y a quand même un suivi qui est fait à ce niveau-là. Là. Mais le problème, c'est aussi qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus à l'aise avec l'appareil informatique souvent que leurs parents. Exactement. Ils ont leur tablette dans leur chambre, ils ont leur cellulaire à l'école, ils se montrent des photos de pornographie dans les cours. Moi, j'ai rencontré des professeurs, justement, qui avaient dû intervenir pendant des cours où est-ce qu'il y avait des échanges de photos porno qui se véhiculaient. Puis pas juste ça, c'est qu'il y a de la pornographie, entre guillemets, juvénile aussi, qui se transmet par le fait qu'il y a beaucoup de photos prises par des jeunes filles d'elles-mêmes nues ou de garçons qui prennent des photos de leurs organes génitaux, qui les envoient. Donc là, ça se transmet d'un appareil à l'autre et ça demeure la pornographie juvénile si elle est vendue ou des choses comme ça. Et ce phénomène-là qu'on voit dans les classes, les professeurs font face de plus en plus, c'est souvent dans les classes de début secondaire, fin secondaire, ça se passe au cégep, c'est où? C'est une bonne question, mais moi, je l'ai observé au secondaire. On parle de secondaire 2-3, là. Donc, c'est pour ça qu'on est très d'accord, les sexologues, avec le retour de l'éducation à la sexualité dans les écoles, là, présentement, qui doit être mise en place. Il y a eu un projet pilote, là, pendant les 2 dernières années pour que ça ait lieu. Mais qu'en même temps, ce soit fait par des professionnels, puis qu'il y ait des gens qui soient outillés pour aider les jeunes à ce niveau-là, parce que souvent, les professeurs ou les infirmiers ou les psychologues en milieu scolaire, des fois, sont un peu dépassés ou démunis par rapport à ça. Est-ce que, si, selon ce que vous voyez, là, parce que vous avez l'habitude de travailler avec eux autres, visiblement, si j'écoute ce que vous me dites, la pornographie est non seulement présente dans le bureau pendant que les parents sont pas là, mais elle est aussi présente tous les jours dans les classes ou dans les corridors de l'école. Selon vous, est-ce que les jeunes ont une vie sexuelle épanouie?
C'est une super bonne question. Je pense que ce n'est pas parce qu'ils ont plus d'accès à de la sexualité que leur vie sexuelle est plus épanouie qu'autrefois. Au contraire, je pense qu'ils sont beaucoup dans des questionnements parce que là, on se retrouve face à des questions du type, qu'est-ce qui est normal? Donc, on se compare beaucoup, surtout d'ailleurs au niveau de l'apparence physique. Là, on voit que leur modèle au niveau de la sexualité, c'est des stars de la porno, c'est des gens du milieu de la mode ou du milieu de la musique où est-ce que tous les corps sont très, très beaux, les organes génitaux sont pas toujours représentatifs de ce que c'est dans la réalité. Donc, moi, je me retrouve avec beaucoup de questions de, mais c'est-tu normal? C'est-tu correct? Pourquoi moi j'ai ça? Pourquoi moi j'ai pas ça? Puis on se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'anxiété, de performance aussi, donc du stress de moi je serais pas encore prêt à faire l'amour tant que j'aurais pas un corps vraiment sculpté ou tant que je serais pas capable de tenir tel nombre de minutes avant d'éjaculer ou des choses comme ça. Là. Donc, OK, ils se mettent la pression d'être aussi performants. Tout à fait, oui. OK, donc ça change un peu la patente. Est-ce que c'est la même chose autant chez les gars que chez les filles? J'ai l'impression, je veux pas me prononcer pour tous les jeunes du Québec non plus, là, mais j'ai l'impression que ça se ressemble au niveau de la pression, sauf que c'est pas forcément sur les mêmes sujets. Donc on véhicule encore beaucoup comme quoi c'est le gars qui doit être très entreprenant, qui doit être séducteur, qui doit avoir beaucoup de partenaires sexuels dans sa vie, qui doit être un petit peu volage, puis s'en foutre un petit peu des filles, alors que les filles, il y a plus de pression au niveau de la réputation, parce que là, il y a quand même un double standard. Faut qu'une fille, ça fasse attention avec qui elle a des relations sexuelles, puis à quel âge elle a perdu sa virginité, des choses comme ça. On a de plus en plus d'informations, de statistiques ou des patentes qui nous sortent, là, comme quoi la consommation de pornographie aujourd'hui, et là, je parle à l'âge adulte, se fait autant chez les hommes que chez les femmes. On a différents pourcentages pour se rendre compte que c'est presque 50-50. Tout le monde trouve son compte là-dedans. Mais à l'adolescence, moi, je me ramène il y a de ça 20 ans. Quand j'étais adolescent, c'était une chose de gars. Là. Les filles, ils ne trippaient pas tant que ça à aller voir des vidéos dans la table de nuit des parents ou encore. Ils étaient plus mal à l'aise avec ça. Est-ce que aujourd'hui, les filles aussi consomment ce type de vidéos-là? Ça se pourrait qu'elle le consomme un peu moins que les garçons, mais encore là, je pense que ça se développe beaucoup de ce côté-là aussi, sauf que les filles sont plus gênées d'en consommer. En gars, on va faire des blagues par rapport à ça, on va se passer des vidéos via Facebook, ou on va en discuter ouvertement dans la cour d'école, alors que les filles sont pas tout à fait sûres si leurs amis le font aussi. Donc oui, j'ai des filles qui m'arrivent et qui me posent des questions à savoir pourquoi c'est pas correct pour une fille de regarder de la pornographie, puis je me sens mal de le faire, etc. Là. Jusqu'à quel point les habitudes ou encore les tendances ou la consommation de sexualité qu'on fait quand on est adolescent ou préadolescent peut avoir un impact sur nos habitudes sexuelles qu'on va garder toute nos vies finalement? C'est intéressant parce que ça va prendre les études, comme on appelle les études longitudinales pour savoir à quel point ça va avoir un impact. Je pense que d'une génération à l'autre, on a toujours trouvé que la régénération après était pire que nous, dans le sens où on a toujours eu l'impression que tout le monde était plus dévergondé une fois plus jeune. Puis est-ce que c'est vraiment une impression ou encore c'est le cas? Moi, je pense qu'il y a certaines exagérations de ce côté-là, puis c'est ce que j'essaie de relativiser des fois dans certains milieux scolaires ou communautaires ou même institutionnels, c'est que ce qu'on appelle l'hypersexualisation, c'est un phénomène social parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de nudité, de sexualité un peu partout sur les médias sociaux, sur Instagram, dans les publicités, etc. Mais en tant que tel, l'âge de la première relation sexuelle complète, elle a pas beaucoup bougé là depuis les 20 dernières années, je dirais. Et puis c'est sûr qu'il y a peut-être des comportements qui sont plus mis à jour, parce que là, on parle on voit dans des séries télévisées certaines choses, on a plus de reportages, il y en a eu un il n'y a pas longtemps sur l'amour au temps du numérique, justement, avec ce que ça crée au niveau de Tinder, au niveau de Facebook, etc. Je pense pas qu'il faut s'alarmer à ce point-là, puis des fois, on oublie que dans certaines autres cultures ou dans certaines autres périodes de l'histoire, des jeunes à 12 ans, 13 ans, 14 ans, oui, ils sont actifs sexuellement, puis à la limite, il y en a qui vont se marier à 16 ans, 17 ans, 18 ans, donc c'est une autre réalité, puis nous, on est dans notre réalité nord-américaine, en oubliant des fois que nos jeunes ont leur puberté à 11 ans, 12 ans, 13 ans, etc. Là. À quel âge à peu près en moyenne les jeunes ont leur première relation sexuelle? Encore là, ça dépend ce qu'on entend par relation sexuelle, mais si on parle de pénétration pénis-vagin, en général, c'est entre 15 et 16 ans, là, 15 ans et demi à peu près. OK, oui, non, effectivement, ça n'a pas changé tant que ça. Non. Par contre, effectivement, moi, l'impression que ça me donne, c'est que les jeunes aujourd'hui
ben, ils ont des fantasmes, ils se développent des affaires, ils ont des positions qu'ils veulent essayer, tandis que dans notre temps, nous autres, notre fantasme, c'était de voir une fille tout nue, bâtard, ça va-tu finir par arriver? Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que ça peut changer plus que l'âge à laquelle on est prêt à le faire. Mais d'où le fait que je pense que les jeunes, ils ont un réel besoin qu'on leur parle des vraies affaires au niveau de la sexualité, dans le sens où ils sont peut-être un peu tannés qu'on leur dise comment mettre un condom, puis qu'est-ce que ça va faire si tu attrapes l'herpès génital, mais ils aimeraient ça probablement qu'on leur parle de séduction, d'intimité, de communication, ils se demandent justement comment on fait, si on s'est fait dire non, comment on gère le consentement, c'est toutes des choses qui sont très relationnelles puis qui tournent autour de la sexualité. Puis c'est vrai que c'est dommage parce que, comme tu le soulignes, avant on fantasmait à l'idée de prendre la main de quelqu'un au cinéma, puis là, ben, on est déjà dans de la pornographie avec un fantasmé à justement avoir quelqu'un tout nu dès la première soirée, puis que si elle fait pas, c'est une agace. Là, j'exagère, j'en mets beaucoup là en ce moment, mais je pense que tu vois où je veux en venir. Absolument. Puis vous, Mme Bonneau, ben, vous êtes sexologue, vous êtes également éducatrice à la sexualité chez les jeunes. Puis ce côté-là, éducatrice, en fait, de quelle manière, quelles sont vos démarches pour aider les jeunes là-dedans qui, bon, savent plus quoi vraiment faire, quoi vraiment s'en tenir avec les vidéos qu'ils écoutent et tout ça? C'est quoi les démarches? En fait, ça s'est fait de façon assez diversifiée. Quand j'étais au baccalauréat en sexologie avec 3 de mes collègues, on a fondé un blog gratuit, confidentiel, où les gens pouvaient nous écrire des questions de façon anonyme, justement. On leur répondait en ligne, puis ça permettait aux personnes de simplement comme poser les questions qu'ils avaient un peu honte de poser habituellement, du genre, moi je fantasme sur les jambes, est-ce que c'est normal? Comment je fais pour vivre ma nouvelle relation parce que j'ai eu un diagnostic d'herpès? Est-ce que c'est normal de pratiquer la sodomie à tel ou tel âge, des choses comme ça. Puis suite à ça, en fait, après avoir eu mon diplôme, on a fondé une agence de services en éducation à la sexualité qui s'appelle Option Sexologie. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'offrir des services à différents milieux, donc de façon ponctuelle, d'aller dans les écoles, dans les centres communautaires, dans les centres de femmes, dans les centres jeunesse, etc., pour offrir des conférences, des kiosques, des ateliers avec les jeunes ou carrément créer des outils didactiques, pédagogiques. Puis les jeunes sont vraiment intéressés à tout ça? Oui, en fait, étonnamment, plus que ce que les gens pensent, parce que j'ai rencontré des directeurs ou certaines écoles qui disent « Ah, ils vont rire de toi » ou « Ça sera pas sérieux », etc., alors qu'au contraire, les jeunes sont contents qu'on leur en parle enfin d'une façon qui est pas infantilisante, puis qu'on embarque un petit peu dans leur réalité plutôt que de les infantiliser, comme je disais. Et puis, bon, là, je sais que vous allez, que toutes les occasions sont bonnes pour parler d'un retour d'un cours de sexualité à l'école, là. Oui, tout à fait. Vous militez en faveur de ça. Qu'est-ce que vous recherchez? Parce que puis je fais souvent le lien avec par rapport à moi, à un moment donné, c'est ce que j'ai vécu, là. Moi, à ce que je vois, c'est que j'avais beaucoup plus de relations, ou encore, relations, c'est peut-être pas le bon terme, mais j'avais beaucoup plus de discussions en classe concernant la sexualité faites par un enseignant à mon époque que les enfants aujourd'hui, là. Tu sais, chez nous, les enfants, ben, en fait, c'est les enfants de ma blonde. Le plus vieux est au secondaire, puis c'est pas quelque chose duquel il entend parler à l'école, là. Ben, c'est qu'en fait, ce que peu de gens savent, c'est qu'au début des années 2000, en fait, il y a eu comme une espèce de transformation au niveau de l'éducation à la sexualité, où est-ce qu'on s'est dit de bonne foi qu'en fait, ça serait un peu la job de tout le monde de parler de sexualité aux jeunes. Donc, autant les surveillants dans la cour d'école que les enseignants, que l'infirmière, l'infirmier, etc. Sauf que, malheureusement, on le sait, parfois, quand c'est la job de tout le monde, ben ça devient la job de personne. Donc, moi, à mon époque, les surveillants dans la cour d'école, ils faisaient pas juste en jaser. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. D'accord. Mais donc je pense qu'en effet, tout le monde s'est un peu lancé la balle dans les dernières années et c'est devenu carrément une question de santé publique dans la mesure où là, il y a eu une recrudescence au niveau des ITS, des infections transmissibles sexuellement chez les jeunes, assez drastique. Et puis c'est pour ça qu'il y a eu donc des pétitions à l'Assemblée nationale, puis que le ministère a vraiment considéré donc réimplanter l'éducation à la sexualité de façon plus organisée dans les écoles. Puis les parents aussi, est-ce que vous parlez avec les parents, est-ce que vous les coachez un peu, parce qu'on sait que c'est délicat, là, les parents ne sont pas toujours à l'aise d'avoir ces sujets de conversation-là avec les enfants? Ça m'est arrivé à quelques reprises, c'est pas la majeure partie de ma clientèle, mais en effet, ils sont parfois un peu démunis parce que autant les parents sont pas toujours à l'aise, comme vous disiez, d'en parler avec les jeunes, ils n'ont pas forcément les connaissances non plus, parce qu'on peut pas leur demander de tout connaître à ce sujet-là. Mais en plus, c'est pas tous les jeunes qui ont le goût de, parler de ça avec leurs parents non plus. Donc, ça reste une discussion qui est pas toujours
toujours facile à avoir. Voilà qui est un excellent point. Florence Bonneau, je vous remercie infiniment de nous avoir donné un peu de temps aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Ça nous aide à comprendre un peu mieux la patente, puis finalement, on se rend compte qu'effectivement, la consommation de pornographie, c'est peut-être un peu trop facile actuellement pour les jeunes, puis on se rend compte aussi en même temps qu'on n'a pas le choix de dealer avec, donc oui, vivement le retour du cours de la sexualité à l'école. Ben oui.